Bourse Marché, on voit ça tout de suite avec notre invité en plateau, Marc Daguerre. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice. Le patron de DT Expert. On est content de vous voir pour expliciter effectivement tout ce qui se passe sur ces marchés. Ça va vite, hein, notamment au niveau du CAC, chute historique, 8% vendredi, ça s'est poursuivi lundi. Et depuis 2 jours, rebond assez sensible, plus 3%, 1,5% ce matin et ça accélère. Quelle est l'interprétation, la lecture de ce CAC 40 ? Oui, alors effectivement, vous avez fait le résumé de la situation depuis la surprise finalement, ce qui est devenu une surprise du vote du Brexit par les Britanniques. Alors comment interpréter ? Il y a 2 niveaux d'interprétation. Il y a d'abord essayer de comprendre comment fonctionnent les marchés, leur réaction tout à fait erratique et un petit peu j'allais dire épidermique, à savoir donc mauvaise nouvelle qu'on essaye de pricer quelque part. Finalement, pourquoi est-ce que les indices auraient perdu, les indices européens en moyenne, comme vous avez dit, entre 8 et certains 12% vendredi. Qu'est-ce qui justifie ça? Et d'autant plus, comme vous le dites, lorsque après 2 jours de baisse, hein, parce que lundi aussi a été un jour de forte baisse sur le marché, qu'est-ce qui fait que dans la foulée, on rebondit aussi vivement? Est-ce que cette volatilité est logique quelque part ou pas? Donc l'interprétation qu'on en fait, c'est certainement la suivante, c'est que comme souvent quand on a une mauvaise nouvelle, il y a un phénomène un peu ce qu'on appelle un phénomène de crack, donc un gap énorme de 8% vendredi. C'est-à-dire on price le pire tout de suite? Voilà, c'est-à-dire qu'on price le pire, qu'on essaye d'envisager ce que peuvent être les dommages collatéraux et la suite des événements, etc. Après, il y a toute la phase de prise de position où on commence un petit peu à se calmer, à se dire bon, maintenant qu'est-ce qui va se passer, quelles vont être les prochaines étapes, etc. Ce rebond, pour moi, reste aujourd'hui, même si aujourd'hui il se poursuit, reste ce que j'appellerais un rebond technique dans une tendance que je veux croire à nouveau baissière avec tout ce qui se passe, et d'autant plus que ça fait depuis le début de l'année, et lorsque je passais chez vous, on en parlait, que je trouvais que ce CAC était un petit peu risqué, que les marchés étaient toujours dans des zones de turbulence assez fortes et que la cassure du canal en début d'année devait rester un phénomène assez négatif sur le reste du temps. Donc, alors vous avez noté d'ailleurs une configuration assez intéressante et peut-être assez rare, une configuration en diamant, on le voit très bien. Sur le graphique comme vous nous avez amené, c'est le CAC en 1 heure. Oui, exactement. Alors ce qu'on appelle configuration. Alors il y a en analyse technique, il y a plusieurs types de configurations de figures qui souvent sont assez visuelles puisqu'elles portent des noms qui ressemblent à ce qu'on peut en voir lorsqu'on les regarde, notamment les triangles, les canaux, où c'est plus facile. Là, on a une configuration dite en diamant, parce qu'effectivement, comme on le voit, ça forme une forme de diamant, avec la tête du diamant en haut et le bas du diamant. Et les diamants sont techniquement ce qu'on appelle des figures de retournement. Là, la particularité de ce diamant-ci, c'est qu'on a eu quand même un très fort rebond, beaucoup plus fort que ce qu'on pouvait espérer, entre guillemets, pour ceux qui jouaient la sortie du diamant. Sauf que malgré tout, j'allais dire entre guillemets, hein, grâce au Brexit, avec l'effet Brexit, on a eu cette reprise baissière très nette qui a ramené le CAC à nouveau jusque sous les 4000 points. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que... c'est la question que se posent les investisseurs depuis un certain temps et depuis le début de l'année. Est-ce que les velléités haussières peuvent reprendre le dessus malgré tout? Et est-ce qu'on doit profiter des fortes baisses pour se repositionner à l'achat? Ou est-ce qu'au contraire, on est arrivé dans une faiblesse telle que c'est la tendance baissière qui va reprendre ses droits? Moi, j'aurais plutôt tendance à plaider pour cette option-là et profiter des rebonds qu'on va avoir, qui seront pour moi encore des rebonds techniques, pour réinitier des positions baissières. Bon, au moins ça a l'avantage d'être clair. On verra effectivement, on n'est pas loin des 4200 ce matin. Si on franchit ce niveau et on essaye d'aller combler le gap là, qu'on voit à l'écran, le Brexit gap, est-ce qu'à ce moment-là, ça invalidera ce pronostic? Toute chose égale par ailleurs, ça va dépendre de l'horizon de temps que vous regardez. Pour les investisseurs court terme, effectivement, le dépassement des 4002 peut donner un niveau d'entrée intéressant parce que on va par la suite très certainement, il n'y a pas grand-chose techniquement qui va arriver avant le comblement du gap. Maintenant, une fois le gap comblé, la question reste toujours d'actualité. On l'a vu, les marchés ont une faculté parfois de trouver des zones. Il n'y a qu'à regarder le S&P qui sur les 2000, je ne sais plus, c'est 2100, 2200 je crois, a trouvé une zone depuis plus d'un, je sais pas, un an et demi, quelque chose comme ça, sur lequel il n'arrête pas de buter. Donc il faut quand même se méfier, c'est-à-dire que parfois, même les données fondamentales, le sentiment qu'on peut avoir global d'une conjoncture,
n'est pas suffisant pour indiquer une stratégie de marché intéressante. Les marchés sont très difficiles aujourd'hui. Ouais, très difficiles, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de tendance et qu'il y a aussi toutes ces incertitudes. Absolument. Et peu de volume hors les… Or, comme vous l'avez dit, hors événements particuliers, où là, durant le Brexit, il y a eu des volumes effectivement, entre guillemets, très conséquents, même le lundi. En revanche, les jours précédents, les volumes étaient relativement faibles. Donc le marché est toujours attentiste, toujours très prudent. Et encore une fois, pour moi, ça reste un risque plutôt baissier. Et voilà. Alors, risque plutôt baissier, ça profite à ce qu'on appelle les actifs refuges. Oui. L'or en particulier, qui a pas mal performé, d'ailleurs depuis le début de l'année, qui est aussi un marqueur des incertitudes. Ça continue. Pour vous, quelle est la tendance sur le gold? Oui, tout à fait. Et ce que vous dites est très juste, à savoir, lorsque parfois on a comme ça des phases d'incertitude, on peut essayer de se référer à ce genre de sous-jacent. Et l'or a souvent été sur les grandes tendances un indicateur justement contrariant de la tendance des indices actions. Et comme vous l'avez dit, depuis le début de l'année, l'or monte même au sein d'un rebond beaucoup plus conséquent que les rebonds précédents qu'on avait pu voir depuis 2011. On voit bien qu'il n'y a eu aucun rebond de cette amplitude-là. Pendant que les indices et les actions, eux, marquent des phases de baisse. Aujourd'hui, l'or, pour moi, l'objectif majeur sur l'or reste sur la fameuse résistance des 1530 $ de l'once, et ce qui nous donne encore aujourd'hui un peu plus de 200 $ à prendre sur l'once, qui est très largement conséquent, que ce soit pour des gens qui voudraient jouer des produits dérivés ou des gens qui voudraient même se positionner sur l'or via un tracker, par exemple. Donc je continue de penser que tout ça, le rebond des matières premières métallurgiques ou des métaux précieux, etc., à l'encontre de ce qui se passe sur les actions, ce Brexit qui a généré quand même techniquement une situation, une configuration baissière beaucoup plus importante, je continue de penser effectivement que si je devais choisir, vous avez dit que au moins c'est clair. C'est vrai qu'aujourd'hui, n'importe quel analyste devrait dire il n'y a rien à faire, c'est trop difficile, c'est trop tendu, on n'est pas en train de jouer à la roulette russe, sinon autant aller au casino, c'est quand même un métier. En revanche, il faut parfois essayer de se prononcer, et moi j'ai toujours dit que je restais très prudent et que je préférais, si on ne me donnait pas le choix, voilà, si quelqu'un dit je veux quand même intervenir, je préférerais jouer à la baisse que la hausse. Voilà. Bon, en notre actif, toujours dans les matières premières, le pétrole. Oui. Le pétrole qui a connu un petit accès de faiblesse là, sur les derniers jours, qui reste cependant dans un rebond assez fort depuis le point bas de février. Oui, alors ce qu'on voit sur le pétrole, c'est effectivement ce canal à l'intérieur duquel il évolue depuis le début de l'année, canal très propre. Qui a marqué un potentiel de rebond beaucoup plus conséquent que ce qu'on pouvait croire auparavant, alors que le pétrole était très fragile. Il faut noter aussi autre chose d'assez intéressant, c'est de quelle manière la popularité, puisqu'il y a aussi une notion de popularité des actifs boursiers, peut parfois passer c'est-à-dire que je me souviens même quand on venait vous voir au début de l'année, on parlait énormément du pétrole. C'était le pétrole qui était l'indicateur de la tendance des marchés. C'était le pétrole que tout le monde surveillait. Mais c'est vrai qu'il y avait une corrélation. Il suffit de regarder le pétrole finalement qui monte ou qui baisse et on avait le sens des indices. Mais du jour au lendemain, pratiquement, c'est cette transition qui a été assez surprenante. C'est-à-dire qu'on n'en a pratiquement plus parlé. Effectivement, après, il y a eu l'effet Brexit qui est venu prendre les devants de la scène. Et pour cause. Maintenant, le pétrole, lui, alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Il est toujours au sein de son canal, toujours à l'intérieur du rebond. Il a pris plus de 80% depuis le début de l'année. Et maintenant, il reste encore cette dernière résistance majeure à 56 $ qui correspond à ce qu'on appelle l'overlap de janvier 2015, c'est-à-dire le point bas de janvier 2015, qui pour moi est le dernier indicateur qui pourrait valider une reprise de la tendance haussière de long terme. Alors certains vont me dire, vous êtes gentil monsieur Daguerre, mais depuis le début de l'année on a pris 80%, c'est pas une tendance haussière. Effectivement, c'est un rebond violent. Alors je vais leur dire, on a pris 80%, mais combien on a perdu depuis l'été 2014? D'autant plus qu'il ne faut pas oublier une chose, Fabrice, que souvent les gens ont tendance à pas savoir, sauf évidemment les intervenants de marché ou les grands mathématiciens, c'est que quand on perd par exemple 30% sur un actif, il faut prendre 60% derrière pour revenir au même niveau. C'est-à-dire que ça, les gens parfois se disent oui, alors le pétrole a perdu 50%, on a repris 50%, très bien, mais on a fait que la moitié du chemin. Donc là, les 80% qu'on a repris sont effectivement un rebond conséquent, mais ils sont relativement, je dis bien relativement digestes par rapport aux je ne sais plus combien de pourcents qu'on a perdu depuis l'été 2014. Donc faire attention à ça aussi. Toute chose étant proportionnelle en matière d'analyse graphique, on est en train de retracer un fort mouvement de baisse. Ouais. Tant qu'on n'a pas passé ces 56, effectivement, j'aurais du mal à me dire ça y est, le pétrole est reparti. Voilà.
Bon, très bien, merci Marc Daguerre. On est au bout, mais en tout cas, on a eu ces points intéressants sur la formation diamant du CAC ou encore des infos sur l'or, tendance haussière, les 1530 en ligne de mire et le pétrole qui pourrait continuer à baisser les 56 $. On retient ça. Merci. Merci à vous. À très bientôt sur notre plateau. Dans un instant, la suite, on va reparler CAC Futur avec Eric Seban. À tout de suite.